628 mètres de hauteur, c'est la taille de la Burj Khalifa, la plus haute structure jamais érigée par l'homme. Pourtant, chaque jour, environ 15 tonnes de déchets humains quittent ce colosse par camion parce que la tour n'a aucun raccordement au réseau d'égouts de Dubaï. L'adresse immobilière la plus chère de la planète n'a pas de canalisation fonctionnelle. Ce n'est pas une rumeur, mais un fait technique validé par les registres municipaux. Et la Burj Khalifa n'est pas une exception, c'est un modèle. Dubaï a passé 20 ans à bâtir une skyline défiant l'imagination, des gratte-ciel au-dessus des nuages, des îles artificielles visibles depuis l'espace, une métropole surgie du désert en une génération. Mais sous ce décor de carte postale, enfoui là où aucune brochure publicitaire ne s'aventure, se cache un réseau d'infrastructures dépassé, incapable de supporter la folie des grandeurs érigées juste au-dessus. Ensemble, vous et moi, allons analyser les 3 niveaux de cette crise invisible, les symptômes flagrants, les choix politiques aberrants qui les ont engendrés, et cette question fondamentale, que se passe-t-il quand on bâtit une ville à la vitesse de l'argent plutôt qu'à celle des ingénieurs ? Si vous cherchez à comprendre l'envers du décor et les conséquences réelles de ces ambitions démesurées, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi pour la suite de cette enquête. La Burj Khalifa a ouvert ses portes en janvier 2010. Déjà à l'époque, l'absence de raccordement de la tour au tout à l'égout était un secret de polichinelle en interne. Les ingénieurs et entrepreneurs savaient parfaitement que le réseau souterrain de Dubaï, conçu dans les années 80 et 90, n'avait jamais été étendu jusqu'au nouveau quartier du centre-ville. La solution choisie ne fut pas technique, mais logistique, un défilé de camions. Une flotte entière effectue désormais des allers-retours quotidiens depuis le pied du géant vers les stations d'épuration périphériques. Les temps d'attente de ces chauffeurs sont édifiants, les files s'étirant parfois pendant des heures sous un soleil de plomb. Il ne s'agit pas d'un réseau au bord de la rupture, mais d'un système fonctionnant exactement comme prévu, faute de meilleures alternatives planifiées à l'ouverture. Posez-vous une question. Si le plus haut gratte-ciel du monde, vitrine absolue de Dubaï figurant sur toutes les affiches de promotion touristique, a pu être inauguré sans réseau d'égout, qu'en est-il du reste de la ville, construit durant la même décennie ? La réponse est dérangeante. Pour la comprendre, il faut remonter le temps bien plus loin que ne le font la plupart des analystes. L'explosion immobilière de Dubaï n'a pas été progressive, elle s'est produite d'un coup, dans une fenêtre temporelle extrêmement resserrée. Entre 2002 et 2008, l'émirat a délivré des permis pour des milliers de tours résidentielles et commerciales, lançant simultanément la palme Jumeirah, la palme Jebel Ali, l'archipel The World et le quartier du centre-ville, tout en attirant des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers. En quelques années, la population a doublé, passant d'1 million à près de 2 millions d'habitants. La ville physique sortait de terre à un rythme qu'aucun plan d'urbanisme municipal n'était capable d'anticiper. C'est ici que l'engrenage se met en place. Dans les années 90, le gouvernement a fait un choix stratégique lourd de conséquences. L'infrastructure suivrait les promoteurs privés et non l'inverse. Cette logique semblait pragmatique à première vue. Pourquoi installer des canalisations d'eau et d'égouts dans un désert vide avant même que les investisseurs ne s'y engagent ? Il fallait laisser grimper les gratte-ciels d'abord, puis étendre les réseaux ensuite. Cette décision historique a condamné la ville à courir indéfiniment après son propre développement. Les réseaux souterrains étaient conçus pour la population d'hier, alors que les gratte-ciels de demain s'élevaient déjà. C'est dans la gestion de l'eau que cette faille devient criante, voire dangereuse. Dubaï ne reçoit qu'environ 75 mm de pluie par an, soit moins de 8 cm. La métropole dépend donc de la désalinisation pour la quasi-totalité de son eau potable. L'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï, connue sous le nom de DEWA, gère des usines de dessalement parmi les plus gigantesques du globe. Si cette infrastructure de production d'eau potable force le respect, produire ne représente que la moitié du problème. L'autre défi réside dans la distribution. Or, ce réseau de distribution s'est construit par couches successives. Chaque extension venait colmater l'urgence du nouveau chantier sans aucune norme d'ingénierie unifiée. Conséquence directe, la pression d'eau varie sauvagement d'un quartier à l'autre. Des zones résidentielles anciennes comme Deira ou Satwa subissent des coupures d'eau régulières, alors que Business Bay ou Dubaï Marina ne manquent de rien. Le système produit d'immenses volumes d'eau, mais peine parfois à la faire circuler. C'est le grand paradoxe hydraulique de Dubaï. Être capable de purifier l'océan entier,
mais échoué à alimenter régulièrement un immeuble situé à seulement 10 km de l'usine de traitement. Accepteriez-vous de vivre dans un appartement de luxe, payé au prix fort, tout en sachant que les fondations techniques sous vos pieds ont été prévues pour une ville 2 fois plus petite? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Car ce gouffre abyssal entre la promesse marketing vendue sur papier glacé et la réalité brute du terrain est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Dépassons maintenant les gratte-ciel pour observer ce qui se passe sur la mer elle-même. La phase résidentielle de Palm Jumeirah s'est achevée entre 2006 et 2007, suivie de l'ouverture de l'hôtel Atlantis en 2008. Cette île artificielle a été façonnée en extrayant du sable du fond du golfe Persique pour dessiner ce palmier visible depuis l'espace, où vivent aujourd'hui 60 000 résidents. Si la structure physique de l'île résiste plutôt bien, l'eau qui l'entoure étouffe en silence. Avant ces travaux pharaoniques, les courants marins circulaient librement le long de la côte. Mais la digue de protection en croissant, longue de 11 km, a brisé cette dynamique. La digue protège l'île des vagues, c'est vrai, mais elle a aussi réduit drastiquement la circulation de l'eau de mer à l'intérieur de la lagune. Plusieurs rapports scientifiques, notamment de l'université américaine de Sharjah, démontrent une dégradation alarmante de la qualité de l'eau là où les marées ne pénètrent plus. Moins de circulation signifie moins d'oxygène, et cette asphyxie modifie radicalement la chimie de l'eau ainsi que la biodiversité locale. Les récifs coralliens florissants avant 2002 n'ont pas survécu au chantier. Les eaux stagnantes empêchent tout espoir de régénération. Ce n'est pas une simple hypothèse de travail, c'est ce que révèlent les relevés hydrologiques actuels. La question sous-jacente est d'ordre structurel. Choisir de remodeler physiquement le littoral s'est fait à une époque où Dubaï rivalisait avec elle-même. Chaque projet devait éclipser le précédent. La Palm Jumeirah devait être suivie par The World, puis par la Palm Jebel Ali, un chantier pharaonique annoncé en 2002, suspendu après la crise de 2008, puis relancé sous une forme remaniée en 2022. La logique infernale du spectacle permanent ne se soucie guère de savoir si l'écosystème marin peut tolérer de telles perturbations. On construit d'abord, on mesure les dégâts écologiques ensuite. C'est ce fil conducteur qui relie tous nos constats. Chaque symptôme observé jusqu'ici, de la noria de camions de vidange autour de la Burj Khalifa aux baisses de pression d'eau en passant par l'asphyxie marine autour des îles artificielles, découle d'un seul et unique choix de planification. Dubaï a délibérément choisi de concevoir l'image d'une métropole futuriste avant de mettre en place les infrastructures vitales qui la font respirer au quotidien. Ce choix ne relève pas de l'ignorance, mais d'une priorisation calculée où la vitesse d'exécution et le spectaculaire ont supplanté la cohérence technique. C'était une décision logique pour capter les capitaux étrangers plus vite que ses rivales. Les conséquences de ce pari fou sont désormais coulées dans le béton. L'ingénieur Ahmed Al-Mansouri, grand spécialiste des systèmes d'eau, a maintes fois tiré la sonnette d'alarme lors de colloques techniques sur l'écart flagrant entre le développement urbain de Dubaï et ses capacités réelles d'infrastructure. Ces conclusions, publiées dans les rapports du secteur de gestion des eaux de la péninsule arabique, sont accablantes. Les cycles de planification des infrastructures municipales dans les métropoles du Golfe s'étalent sur 5 à 7 ans, tandis que les chantiers immobiliers privés se bouclent en à peine 2 ou 3 ans. Ce décalage temporel n'est pas un simple raté localisé, c'est une anomalie structurelle profondément ancrée dans le modèle économique de la ville. Au vu de ces tendances, l'avenir s'annonce complexe. La ville va devoir mener des travaux titanesques de modernisation de son sous-sol sur les 20 prochaines années, tout en augmentant sa production d'eau dessalée pour une population en croissance continue. Dubaï comptait environ 3 600 000 habitants en 2023, selon le centre des statistiques officielles de la ville. Face à cette pression démographique constante, la DEWA a annoncé d'importants projets d'extension de ses capacités, incluant la création d'une méga centrale de dessalement fonctionnant à l'énergie solaire sur le site de Hassian. Ces investissements massifs sont bel et bien réels, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire de manière rétroactive, c'est redessiner le réseau de canalisation sous une métropole déjà sortie de terre. Si les limites de distribution ne sont pas corrigées au même rythme que la production, la ville risque de générer plus d'eau qu'elle ne peut en acheminer. Si ce fossé se creuse, l'image de Dubaï en tant que vitrine du XXIe siècle fera face à une question inédite. Non pas si elle peut produire de l'eau, mais si elle peut la livrer.
Une version de l'histoire montre que l'infrastructure pourrait rattraper son retard, d'autant que les investissements de la DEWA sont colossaux et que la municipalité accélère enfin l'extension du réseau d'assainissement. Les quartiers entourant la Burj Khalifa font l'objet de raccordements intensifs. D'autres métropoles ont surmonté des défis bien plus complexes. Singapour a repensé tout son réseau hydrique après son indépendance, et les égouts de Londres ont été modernisés sans interrompre la vie en surface. Les solutions techniques existent, c'est une question de calendrier et de capitaux. Mais un autre scénario mérite notre attention. Le modèle de Dubaï dépend d'une croissance démographique constante et d'investissements étrangers continus pour financer ce rattrapage. Si l'un de ces flux ralentit, le fossé entre le gigantisme visible en surface et la réalité de l'infrastructure souterraine va s'élargir au lieu de se combler. Pendant ce temps, les gratte-ciels ne rétrécissent pas et les camions-citernes continuent de tourner en rond. Dans ce scénario, seule l'image persiste. Cette silhouette urbaine, cette tour de 628 mètres visible à plus de 40 km par temps clair. C'est toujours la plus haute structure jamais bâtie par l'homme, un monument au possible selon ses promoteurs. Mais c'est aussi un monument qui surplombe un camion d'eau usée faisant la queue depuis mardi. Si vous faites partie de ceux qui veulent comprendre comment fonctionne réellement notre monde derrière les apparences, rejoignez-nous et partagez cette enquête avec ceux qui regardent au-delà du miroir. Car la vérité, vous et moi le savons bien, se cache toujours dans l'infrastructure. Le contenu de cette enquête repose sur des rapports d'analyse stratégique, des données rigoureusement vérifiées et des projections concrètes concernant les contextes économiques, d'urbanisme et d'infrastructure. Les informations partagées ici sont fournies à titre de référence pour nourrir une analyse indépendante et un récit documentaire approfondi. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers, juridiques ou d'investissement de notre part. Enfin, les images et les documents d'archives utilisés tout au long de cette vidéo servent exclusivement à illustrer et à appuyer notre démonstration journalistique.